بارك الله في الأخ نصر الدين على كلمته القيمة باللغة الإنجليزية. الآن الدور للأخ فرحات فليتفضل مشكورا. Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Les coups d'État militaires en Algérie depuis 1962 jusqu'à 1992. Depuis l'heure où notre pays fut envahi par l'occupant français en juillet 1830, le peuple n'a cessé de lutter pour se libérer du colonialisme qui fut l'un des plus hideux de ces 2 derniers siècles. Dans la chronologie des luttes, la révolution armée déclenchée le 1er novembre 1954 fut la plus lourde en souffrance et la plus meurtrière. 1,5 million de martyrs, des milliers de villages ravagés, des centaines de milliers de déshérités. Nul d'entre nous ne peut remettre en cause l'engagement et la bravoure de ceux qui se sont engagés à chasser l'occupant par les armes tout en restant fidèles aux principes fondamentaux du 1er novembre 1954. Toutefois, il y avait parmi eux des hommes qui très tôt se sont rendus compte du penchant de certains chefs militaires à s'accaparer du pouvoir par la force, sitôt son indépendance acquise. Il y en avait particulièrement un, Abban Ramdan, l'architecte du congrès de l'Assouma qui fut exécuté à Tétouan, au Maroc, sur ordre des 3 colonels les plus puissants de la Révolution, en l'occurrence Karim Belkacem, Abdelhafid Boussouf et Ben Toubel. Son tort, c'est d'avoir fait adopter et accepter par le Congrès le principe qu'il pensait salutaire pour la Révolution, à savoir la primauté de l'intérieur sur l'extérieur et du politique sur le militaire. Ce serait une erreur que de mettre son élimination physique sur le compte de la logique de guerre, car d'autres hommes, et non des moindres, viendraient renforcer l'appréhension de Abban Ramdan. À commencer par le colonel Lotfi, qui avait déclaré en pleine guerre, je cite, « Notre Algérie va échouer entre les mains des colonels, autant dire des analphabètes. J'ai observé chez un très grand nombre d'entre eux une tendance en méthode fasciste. Ils rêvent tous d'être sultans au pouvoir absolu. Derrière leur querelle, j'aperçois un grave danger pour l'Algérie indépendante. Ils n'ont aucune notion de la démocratie, de la liberté, de l'égalité entre les citoyens. Ils conserveront du commandement qu'ils exercent le coup du pouvoir et de l'autoritarisme. Que deviendra l'Algérie entre les mains de pareils individus? La suite des événements allait confirmer l'utilisation de la force pour la prise du pouvoir et par les militaires en temps de paix. Premier coup d'État militaire en 1962. Il avait été préparé en Tunisie, où était basée l'armée des frontières. Les instigateurs étaient le colonel Walid Boumdine, chef d'état-major, et ses officiers, dont Abdelaziz Bouteflika. Méthode. Façade militaire et civile. Abdelaziz Bouteflika fut envoyé en France proposer, une fois le coup d'État exécuté, le poste de chef du gouvernement à certains dirigeants alors emprisonnés, car il fallait que quelqu'un avec un charisme politique, comme Boudiaf et Aït Ahmed, refusèrent, mais Ben Bella accepta. 30 ans plus tard, je dis bien, 30 ans plus tard, lors du coup d'État de 1992, Aït Ahmed, fidèle à ses principes démocratiques, refusa la même offre. Mais Boudiaf l'accepta et sera par la suite assassiné par les putschistes. On note dès à présent le souci des militaires putschistes d'avoir recours à une façade politique civile afin qu'ils puissent diriger dans l'ombre, une méthode toujours d'actualité. Mais aller choisir un futur chef du gouvernement dans une prison française et que cet ennemi, la France, laisse faire sans qu'il n'y prenne part afin de garantir ses intérêts suscite bien des interrogations. Les félons restent toujours objet de suspicion. Donc la méthode consistait à défaire le chef de l'État en place, le remplacer par un autre soumis aux militaires, comme le disait si bien le général Khaled Zar, quand on lui avait posé la question comment il choisissait le président, il disait on choisit le plus malléable. Donc, pour revenir à la forme démocratique en le faisant élire, entre guillemets, par un simulacre d'élection. Mobile du coup d'État.
Ambition démesurée de quel colonel qualifié par le président Ben Youssef comme suit. Je parle des officiers. En l'occurrence, le président Ben Khaddad disait: ces officiers qui sont restés pendant la durée de la guerre aux frontières tunisiennes et marocaines ont souvent tendance à ne compter que sur la force des armes. Cette conception dangereuse conduit à sous-estimer le rôle du peuple, voire à le mépriser. Il consistait à chasser d'Alger le gouvernement légitime du GPRA de Ben Youssef Ben Khaddad et placer le gouvernement de Ben Bella basé à Tlemcen. Pour cela, l'armée des frontières, Tunisie et Maroc, dirigée par le chef d'état-major, à sa tête Houari Boumediene, le colonel Houari Boumediene, entra dans une guerre fratricide avec les combattants de l'intérieur. Il y eut environ 3000 morts, des milliers de blessés, de disparus. Le peuple y mit fin, heureusement, le peuple y mit fin en manifestant dans les rues contre ce massacre. 7 ans de guerre, ça se Sébastien Barakat. Les conséquences. Au détriment de l'Assemblée constituante élue par le peuple, les putschistes imposèrent une constitution instituant le parti unique, donc la pensée unique. Ce qui poussa d'autres chefs de la révolution, tenant du multipartisme, à se rebeller par les armes, tels qu'Aït Ahmed et Mohamed El Haj, avec leur parti politique, le FFS. D'autres créeront des partis et seront contraints à l'exil, Mohamed Boudiaf, Karim Belkacem, entre autres. Apparition du pouvoir personnel avec le cumul des fonctions entre les mains de chefs de l'État. Négation de toute opposition. Répression, arrestation et condamnation arbitraire, torture, assassinat des opposants. On arrive enfin au deuxième coup d'État militaire de 1965. C'est encore une fois l'armée, et toujours l'armée, à sa tête le colonel Houari Boumediene, devenu vice-président du gouvernement et ministre de la Défense, qui destitua Ahmed Ben Bella, son associé d'hier, au putsch contre le GPRA. Ce coup a été qualifié par ses auteurs de redressement révolutionnaire. On parle toujours de révolution dans ces cas-là. Afin de le faire accepter par la population. C'est un qualificatif accrocheur et dans l'air du temps. Mobile du coup d'État. Le président déchu a été qualifié de despote et de tyran par les despotes eux-mêmes et les tyrans eux-mêmes, et de s'être éloigné de la ligne révolutionnaire. Exécution. Le peuple avait réagi. L'armée avait quadrillé toutes les grandes villes et il y eut des manifestations comme à Alger, Constantine, Annaba, où on dénombrait plus d'une centaine de morts. Le président déchu restera en prison jusqu'en 1980, soit 15 ans sans jugement. Les conséquences. Le peuple a été soumis à la paranoïa de fêter un coup d'État militaire. Je dis bien, fêter un coup d'État militaire, journée chômée et payée pendant 40 ans. De la folie. Façon cynique d'inculquer au peuple la culture de soumission au putsch militaire. Absence de parlement et de chef d'État élu. Légifération par ordonnance. Pouvoir totalitaire au moins d'une entité appelée Conseil de la Révolution. Négation de toute institution. Absence de pluralisme politique. Les seules élections permises étaient les communales et départementales sur la liste unique du parti unique. Répression, arrestation et condamnation arbitraire, torture et assassinat des opposants, atteinte aux fondamentaux de la société et tels que la religion. On arrive enfin au coup d'État militaire de 1992. Après celui de 1965 et durant un quart de siècle, le peuple n'a pas arrêté sa lutte pour reconquérir son indépendance confisquée et arracher sa liberté. Ces luttes ont impliqué toutes les composantes de la société telles que étudiants, travailleurs, moujahidines, paysans, artistes, etc. Et touché toutes les tendances politiques confondues, telles que berbéristes, islamistes, laïcs et communistes. Des soubresauts ont jalonné cette période, à savoir le printemps berbère de 1981, événements et manifestations islamistes à la fac centrale d'Alger en 1982, et événements de la Casbah, manifestations à Constantine en 1986. Tous ces soubresauts ont conduit au vaste sursaut de la jeunesse en octobre 1988, réprimé sauvagement dans le sang, notamment par l'armée qui avait tiré à balles réelles, faisant environ 500 morts. Ce fut un tournant historique dans la vie du peuple algérien. Un tournant historique qui força le pouvoir à concéder une ouverture démocratique
permettant le multipartisme, le pluralisme syndical et la liberté d'expression et médiatique. Se sont alors tenues des premières élections plurielles depuis l'indépendance du pays, où les électeurs avaient pu, pour la première fois et en toute liberté, choisir leurs représentants dans les communes et wilayas du département le 12 juin 1990. Les urnes avaient donné une majorité aux assemblées FUS, aux assemblées du Front islamique du salut, donc au projet islamique, ce qui n'était pas pour plaire, comme toujours, aux vrais tenants du pouvoir, à savoir les généraux, qui avaient décidé de fomenter encore une fois un coup d'État. De l'aveu même du général Ben Hadid, la première guerre du Golfe les en a dissuadés. S'en est suivi des tentatives pour dévoyer le processus démocratique et diaboliser le FIS, notamment par la mise au pas de la presse, des entraves à l'encontre des élus du FIS, l'instauration d'un climat de tension dans la société, suivi d'une tentative de réorienter le choix populaire à l'approche des élections législatives par la fraude légalisée en faisant des découpages administratifs en faveur du parti du pouvoir, à savoir le FLN. Le Front islamique du salut entra alors dans une grève politique pacifique, je dis bien une grève politique pacifique, qui contraindra le pouvoir à reporter les élections et changer les lois scélérates. Les militants du Front islamique devraient subir une répression sanglante, assassinat des grévistes sur les places publiques, emprisonnement des cadres et dirigeants du Front islamique du salut dans le but de les pousser à la violence et remettre en cause la démocratie naissante. Malgré cela, le Front islamique du salut réussit à rester dans la pratique politique constitutionnelle, légale et pacifique, à laquelle tenait sa direction emprisonnée jusqu'aux élections législatives du 26 décembre 1991, qui donna au Front islamique du salut une majorité confortable au premier tour, 188 sièges. Ces résultats faussaient tous les calculs de la junte au pouvoir et des éradicateurs de tous bords, ainsi que de l'ancienne puissance coloniale. La France, à travers, entre autres, le conseiller de Mitterrand, Marchiani, et selon son témoignage, donna l'ordre aux généraux déserteurs de l'armée française d'arrêter les élections. Un plan machiavélique fut mis en branle. Arrêt du processus électoral, destitution du chef de l'État, Chadli Benjdid, et son remplacement par M. Boudiaf, qui a été ramené du Maroc, comme façade politique. Dissolution de toutes les assemblées élues, et éradication d'une partie de la société. Encore une fois, la prise du pouvoir par le sang est remise à l'ordre du jour par le commandement de l'armée, tel qu'en 1962, 1965 et 1988. Accompagné par une sauvage répression qui allait plonger le pays dans une terrible guerre civile, fratricide, très lourde en vie humaine, 250 000 morts, 13 000 déportés dans les camps du Sud, 20 000 disparus, des centaines de milliers d'autres emprisonnés. La torture a été érigée en système. Toute l'armada du pouvoir, police, armée, gendarmerie, sécurité militaire et milices armées étaient mobilisées contre les masses populaires qui ont voté pour le projet du Front islamique du salut et ne se cachaient pas à le déclarer aux journaux putschistes. Nous sommes prêts à tuer 3 200 000 personnes ayant voté pour le fils afin de sauver la République. Dixit Lamari, général Lamari. Furent perpétrés ensuite des massacres collectifs, comme le pays n'en a jamais vu. À Bentalha, à Raïs, Ramka, et j'en passe. Le sauvetage de la République était le mot d'ordre et le motif de tous ceux qui se sont mobilisés contre le choix populaire, qu'ils soient militaires ou civils,
tels que le CNSA, Comité national de sauvegarde de l'Algérie, présidé par le président de la centrale syndicale. Je dis bien un président de la centrale syndicale qui préside un conseil de sauvetage de la République, c'est-à-dire de massacre de la période de la République. Abdelhak Ben Hamouda. Ironie de l'histoire, ceux qui ont cassé le processus démocratique se faisaient appeler démocrates. Les conséquences furent dramatiques pour le peuple. Sur le plan économique, dont nous voyons les relents jusqu'à ce jour avec l'apparition du libéralisme sauvage et une économie de bazar où le conteneur, c'est-à-dire les importations, remplaceront la production nationale qui a vu des millions d'Algériens jetés à la rue sur injonction du FMI et son diktat. Sur le plan social, paupérisation de la société et dislocation de la société, ainsi que la disparition de classes moyennes. Nous sommes arrivés à un peuple pauvre dans un pays riche, aux mains de généraux putschistes. Que veulent-ils? Où veulent-ils mener les Algériens? Vers un embrasement généralisé? Que veulent-ils faire de la jeunesse? Jusqu'où ces aventuriers iront-ils? Notre espoir est dans la jeunesse. La jeunesse algérienne ambitieuse et pleine de vie saura le répandre. Je vous remercie.